Bonsoir. En cette fin de siècle, des dizaines de chercheurs scrutent nos faits et gestes quotidiens et étudient nos comportements les plus anodins. Cette discipline scientifique s'appelle l'éthologie. Boris Cyrulnik, bonsoir. Bonsoir Élise. Vous êtes éthologue. Merci d'abord d'avoir accepté notre invitation pour ce premier numéro de Nimbus, le nouveau magazine scientifique de France 3. Nous allons bien sûr aborder toutes vos recherches au cours de cette émission, dont voici le sommaire. Le cerveau dans l'estomac. Une découverte capitale, le homard et ses neurones pirates. La physiologie de la colère. Des manifs à la scène conjugale, une émotion traquée par les chercheurs. Les voiliers solaires. Conquérir les étoiles en voilier spatial, le rêve fou des astrophysiciens. La sociologie du panier à linge. Une étude insolite, l'amour, les couples et leurs lessives. Soleil noir et pluie empoisonnée. Derrière l'éclipse, la mort du soleil et la peur des hommes. Nous allons aborder, pour commencer, un sujet qui ne peut que vous passionner, Boris Cyrulnik, puisqu'il s'agit du cerveau. La cartographie des neurones, qui fut d'ailleurs découverte d'une manière fort étonnante. Et un siècle plus tard, le professeur Méran vient de faire une découverte capitale dans un laboratoire de neurobiologie. C'est à Arcachon, et cela grâce à des homards. 1872. Camillo Golgi cherche en vain le moyen de colorer les tissus cérébraux pour révéler les cellules nerveuses qui le composent. Un morceau de tissu cérébral tombe accidentellement dans un bain de nitrate d'argent. Comme souvent, dans l'histoire des sciences, un mariage du hasard et de la nécessité. Après une immersion de plusieurs jours, Golgi extrait le fragment et s'étonne du scintillement de ses fines lamelles dorées. Il découpe le fragment et le place sous son microscope. Le souffle coupé, le savant italien devient le premier explorateur d'un monde inconnu. Le nitrate d'argent n'a noirci que certaines cellules nerveuses, les isolant des autres et révélant leurs ramifications les plus fines. Le neurone, puisque c'est comme ça qu'on l'appellera, se montre pour la première fois. On sait aujourd'hui que notre cerveau est constitué de plus de 30 milliards de neurones, imbriqués dans un maillage complexe comparable à l'enchevêtrement végétal d'une forêt équatoriale. Cette myriade de neurones, comment fonctionne-t-elle ? Mystère. 1994, Arcachon. C'est peut-être un crustacé qui va soulever un coin du voile. Des neurobiologistes du CNRS travaillent sur le homard et autres langoustes. Tout neurobiologiste vous dira que son but ultime est de comprendre les mécanismes de notre cerveau. Mais que sait-on de son élément essentiel, le neurone ? À la fin des années 50, donc, on avait les bases même, le décor était planté. D'une part, on avait compris comment l'information circulait au sein même d'une cellule nerveuse. Et grâce à l'étude chimique, des neurotransmetteurs chimiques dans le système nerveux central, on avait compris comment les neurones dialoguaient les uns par rapport aux autres. Mais revenons à notre homard. Ici, on travaille sur le système nerveux de son estomac. Ce système commande plusieurs fonctions du tube digestif. Énorme avantage pour nos neurobiologistes, très peu de neurones sont impliqués dans un comportement tel que la mastication ou la déglutition de nourriture. Pour l'étrange animal, tout se passe dans l'estomac. Cette même fonction de mastication chez l'homme nécessiterait l'étude de milliers de neurones. Inimaginable. Chez le homard, l'étude cellulaire d'un comportement moteur, la mastication par exemple, est possible grâce à la simplicité du système. On va pouvoir maintenant passer à l'étape suivante, qui consiste à disséquer un réseau de neurones, ce qui est un fait unique. À travers notre microélectrode, on va injecter un colorant fluorescent dans la cellule qui va envahir le corps cellulaire plus toute l'arborisation de ce neurone, c'est-à-dire les dendrites et l'axone. Puis après, en illuminant, irradiant, on va pouvoir tuer ce neurone au sein du réseau, mais laisser les compagnons du réseau libres. Et donc, comme ça, on va pouvoir isoler ces neurones des compagnons du neurone et voir comment ils se comportent et comment il exprime sa personnalité propre quand il est dégagé des contraintes de ses compagnons de réseau. Voilà un neurone sur oscilloscope. En voilà un autre. Et voilà un réseau de 3 neurones. L'estomac du homard consiste en différentes parties. Il y a une partie constituée de 3 grosses dents à l'intérieur de l'estomac. Ces dents servent à broyer les aliments à l'intérieur de l'estomac et on peut enregistrer le neurone impliqué dans la motricité de ces dents. Ici en haut, vous avez un neurone gastrique. Et vous voyez, c'est un rythme très lent. Le neurone se met à décharger très très longtemps, puis va s'arrêter comme ici et redémarrer.
Maintenant, vous avez une autre région, la chambre pylorique, qui sert à filtrer les aliments. Et là aussi, il y a un ensemble de muscles qui contrôlent les mouvements de cette chambre. Et ces muscles sont innervés par un réseau de neurones, le réseau pylorique. Ce neurone est silencieux dans ce cas-là. Attention, plus pour longtemps. Dépolarisé, c'est-à-dire actif, un nouveau neurone entre dans la danse. Et chaque élément là produit sa propre activité. Maintenant, on dépolarise ce neurone, et vous voyez que ce neurone-là change totalement de personnalité. Celui-là est complètement mis sous silencieux, on n'en a pas besoin pour créer le nouveau réseau. Et maintenant, ces neurones-là, qui étaient précédemment indépendants, qui travaillaient dans deux réseaux totalement indépendants, maintenant se retrouvent coordonnés et génèrent un nouveau comportement qui est dans ce cas-là la déglutition chez le homard. Vous venez d'assister à un acte de piratage caractérisé. Le neurone sans gêne a court-circuité le réseau de la mastication pour le transformer en réseau de la déglutition. C'est une petite révolution. Fini le concept, un réseau, une structure stable, un comportement. Le homard vient de prouver que c'est encore bien plus compliqué. Je crois que la publication de ces résultats a fait beaucoup de bruit parmi les neuroscientistes. Les neurobiologistes ont accueilli ça favorablement. Bon, maintenant, il faudra voir si c'est quelque chose de très important. L'histoire le dira, bien sûr. Mais on a de bons arguments pour penser que ça pourrait être généralisé, car il y a déjà une équipe qui a pu montrer chez un vertébré inférieur, le Xenopus, qui est une espèce de salamandre, que de telles reconfigurations dynamiques des réseaux de neurones est possible. Alors le problème, ça, je vais vous dire, c'est pas du homard, c'est des homards d'importation. C'est Homarus gammarius, c'est nos collègues américains qui travaillent là-dessus. Boris Cyrulnik, la découverte par hasard, vous y croyez? Bien sûr, le hasard existe, mais il ne parle pas de la même manière à tout le monde, et il faut du talent pour entendre ce que le hasard peut nous dire. Et Freud a été le premier à entendre ce discours de la coloration des cellules par le nitrate d'argent, et il a coloré les cellules de la substance nerveuse des anguilles et des gonades, c'est-à-dire des hormones sexuelles, des glandes sexuelles des anguilles, pour essayer de résoudre un problème fondamental qui n'a été résolu que 100 ans plus tard. Alors, sur le fond, que pensez-vous de la découverte du laboratoire d'Arcachon sur la localisation de l'activité des neurones ? Eh bien, ça va tout à fait dans le sens qui montre qu'une découverte ne peut jamais être isolée de son contexte social. C'est-à-dire que jusqu'à ces dernières années, on pensait que les neurones fonctionnaient de manière localisée, soit dans le cerveau, soit dans le corps. Et on se rend compte maintenant qu'ils fonctionnent en association, sous forme de circuits qui se recoupent, qui forment des gares de triage ou d'échange, et que ce document nous montre que non seulement la localisation n'existe pas, mais que la fonction peut même s'inverser. Donc c'est quelque chose de tout à fait nouveau. Boris Cyrulnik, on l'a dit dès le début de cette émission, vous étudiez les comportements humains. Quel genre de comportement étudiez-vous? Alors, dès l'instant où un être vivant se développe, il se comporte, c'est-à-dire qu'il manifeste des actions dans le milieu. Ça veut dire que, par exemple, vous pouvez étudier la colère? La colère étant une émotion fondamentale, s'exprime par des mimiques faciales, des gestes, et donc on peut la rendre observable. Alors justement, ces derniers mois en France, on a beaucoup vu des images de colère, on a parlé de la France en colère. Nous nous sommes posé des questions. Que se passe-t-il physiologiquement lorsque nous sommes en colère? Peut-on la maîtriser? Doit-on laisser libre cours à la colère? La physiologie de la colère, c'est le dossier de Nimbus. Alors, je crois que les émotions ont toujours été à la base des phénomènes des masses, surtout la colère. C'est le philosophe français Le Bon qui l'a déjà décrit il y a fort longtemps. Et le fait, c'est que le moteur, très souvent, de ces actions de masse, c'est l'émotionnalité, parce que ça donne l'énergie. Et très souvent, c'est en fait une frustration qui produit ce genre de choses. Ce qui est très compréhensible dans le sens où la colère, finalement, c'est
C'est un mécanisme qui a évolué pour nous permettre de lutter contre les barrages, contre les barrières qui s'élèvent de temps en temps contre nos buts. Je dis pas mal, je dis ce que je peux dire. Mon monde tranquille, voilà ce que je demande. Il faudrait que je me lève et que j'aille prendre les clés sur le guéridon. Elles y sont. Je t'ai déjà dit qu'elles n'y sont pas parce que j'ai... Elles y sont. Mais évidemment, les histoires du monde sont plus intéressantes que les histoires qu'on a dans notre ménage. Mais il ne s'agit pas des histoires du monde, ça n'a rien à voir avec les histoires du monde. Mais si, c'est toujours la même chose. Tu te racontes de cette milliards de toujours sur le dos. Mais bon, on vit dans un monde de barbares. Bon, il faut comprendre que du point de vue biologique, la colère, c'est une émotion. Pour moi, il n'y a pas des émotions positives ou négatives. Les émotions sont des états importants pour l'adaptation de l'individu. Par exemple, n'est-ce pas, si quelqu'un me dit quelque chose de désagréable, je réagis avec une certaine colère, ça peut être petit, mais je réagis, n'est-ce pas? Si je maintiens cet état, pour un jour, pour 10 jours, pour un an, je deviens irritable ou je deviens une personne pleine de rancune ou pleine d'agression, en ce moment-là, déjà, cette émotion qui était parfaitement adaptative se transforme dans un état. Et ces états peuvent souvent devenir névrotiques même. Je pique une crise et je vais dans ma chambre, ferme la porte de tout et je reste pendant 2 heures et 2 heures dans ma chambre. Qu'est-ce que tu fais dans ta chambre? Bah, je me mets sur mon lit, je pense. Là, c'était une petite colère entre nous, mais on est vite fait redevenus copains. Dans la colère, nous évaluons qu'il faut intervenir parce qu'on a le sentiment de pouvoir maîtriser la chose qui nous arrive. Et à ce moment-là, tout l'organisme est préparé pour pouvoir lutter, contrairement à la peur où l'organisme est préparé à la fuite. Et on va te foutre la paix. Oui, c'est tout la paix, hein? Te foutre la paix, hein? Monsieur va avoir son vendredi tranquille, hein? Et puis tu vas la voir, ton vendredi. Tu vas la voir, tu vas pouvoir lire tranquillement ton journal. Voilà, monsieur. Bien que cette idée que c'est une évaluation qui produit les émotions est acquise, je crois, aujourd'hui, la question reste comment est-ce que ça se passe, comment, par exemple, est-ce qu'un certain type d'évaluation va générer telle ou telle activation physiologique, telle ou telle expression faciale, vocale, etc. Ça, c'est un peu notre spécialité, notre recherche qu'on fait dans mon laboratoire. C'est d'essayer d'induire des émotions, dans une manière évidemment éthique, parce que sinon on n'a pas le droit de le faire, mais d'induire des émotions pour voir quelles sont les réactions. Dans le sens, par exemple, physiologique, on a par exemple fait plusieurs études où on essaye d'induire des émotions ou par des films qui vont générer un certain type de réaction affective ou par des jeux d'ordinateur, et ensuite de regarder quelles sont les réactions au niveau de différents indicateurs physiologiques et de l'expression faciale, de l'expression vocale, etc. Et à un moment donné, il me regarde, j'ai un petit sourire. Alors là, j'ai littéralement explosé, le syndrome de la cocotte minute. J'avais la sueur, je sentais, c'était les mâchoires tendues, le truc, mais... Alors nous avons observé une chose qui est justement notre contribution à la recherche, c'est qu'il y avait une façon de respirer absolument distincte pour chacun de ces 6 états émotionnels. Alors ça, c'est important. Et dans le cas de la colère qui nous intéresse aujourd'hui, n'est-ce pas, c'est une respiration assez, dans des serres, l'inspiration par le nez, et ça sort par la bouche. Les yeux sont très fixés dans un point. La personne qui est en train d'être en colère ou en agression va avec le corps vers l'avant, comme on peut voir un peu dans cet endroit que le boxeur fait un peu ça, n'est-ce pas? Il va vers l'avant. C'est impossible d'imaginer une personne en colère en allant vers l'arrière, puisque ce serait tout le contraire. Et justement, dans le boxe, n'est-ce pas, il y a un moment où on attaque, c'est le moment peut-être où la colère s'exprime le mieux, et un moment où on recule quand le sujet est en train de se défendre. Pour savoir si on peut maîtriser une situation, il faut connaître un peu les causes de la situation, c'est-à-dire les causes de l'événement, qui est responsable et avec quelle intention est-ce que la personne ou les conditions ont agi. Je mets un coup de pied dans la porte, je casse une porte, mais je vire d'abord ma mère. Mais c'est ça, c'est ce que je disais tout à l'heure, on tape pas sa mère, mais on tape une porte. Et c'est là où ça devient très intéressant parce que nous sommes très capables,
nous imaginer des causes. Et c'est ça qui explique, je crois, partiellement la raison pour laquelle la colère est si fréquente. J'en ai marre de voir mon salaire descendre, j'en ai marre de voir plein de choses qui se passent en ce moment et que les gens réagissent pas. Au moment où nous sommes en train d'attribuer une causalité à un événement qui nous nuit, par exemple, nous avons peu de difficultés à nous imaginer des responsables, c'est-à-dire très souvent des boucs émissaires. Oh là, dis-moi comment tu parles. Moi, je commence à m'énerver. Après, il me met 2 heures de colle, tandis que les autres, tous les autres, ils parlaient et tout, ils lui disaient rien. On a identifié pour un certain nombre de comportements, soit agressifs, soit trop impulsifs, des relations avec une biologie. On l'a identifié au début un peu par hasard. Les déprimés, vous savez, étaient traités depuis assez longtemps par des antidépresseurs. On a donc étudié les effets de ces antidépresseurs sur les différents neuromédiateurs qui assurent la transmission au niveau cérébral. Et on s'est rendu compte que parmi ces antidépresseurs, la sérotonine était élevée ou augmentée par l'effet des antidépresseurs. Les gens non malades au fond. Et par exemple, dans la marine américaine, on s'est aperçu que ceux qui tapaient plus souvent sur les copains avaient eux aussi la sérotonine plus basse. On se retrouvait donc avec un comportement assez général, impulsif, agressif, difficulté de contrôle et une anomalie de fonctionnement d'un neuromédiateur au niveau cérébral. Tu permets, s'il te plaît? Qui remet de la tête pour les Cantona qui a pas marqué. Et Cantona qui... Ça va durer longtemps? Refond défilé, remise de la... T'es incroyable. Toi aussi, t'es incroyable. Mais non, tu te rends compte avec qu'on vit, là, hein? Cette télécommande, t'es une fouteuse de merde. En fait, nous avons 6 émotions fondamentales. Pour moi, très clairement, n'est-ce pas? La joie, la tristesse, la peur, la colère, l'érotisme, c'est-à-dire l'amour sexuel, et l'amour tendresse, comme émotion de base. Mais nous vivons dans une société où, malheureusement, nous marchons comme des boiteux émotionnels sur 3 émotions. Nous sommes dans notre époque ou fâchés, en colère, ou avec peur, angoissé, n'est-ce pas, ou triste et déprimé. Et ça, c'est très important parce que peut-être avec une méthode où on peut enseigner aux gens, par exemple, à être plus dans des états joyeux, plus dans des états de tendresse, à travers de certains changements parfaitement contrôlables de la respiration et de la posture, on peut arriver à nous rendre un peu plus complètes du point de vue émotionnel. Moi, je ne suis jamais en colère, pour dire la vérité. Je ne suis jamais en colère. La colère est une des mimiques faciales qui a été identifiée par Ekman, une des 6 mimiques faciales. Et il a même cartographié tous les muscles du visage qui se contractent quand on est en colère. Et en même temps, on sait qu'il y a des postures, qu'il y a tout un comportement qui manifeste la colère. Et ça peut se lire facilement, ça se détecte. Par contre, je veux parler de toutes ces écoles qui sont profondément enracinées, qui viennent même d'Hippocrate, qui ont été reprises par Galien, qui se sont beaucoup développées au XVIIIe, XIXe siècle, et qui ont fondé des courants qui sont extrêmement populaires, extrêmement connus, et qui font croire justement que, en fonction des caractéristiques de la tête, du front fuyant, du menton prognate, de l'écartement des yeux, des narines, etc., on peut avoir des profils psychologiques extrêmement précis, typés, hein, les sanguins, les nerveux, les rétractés, les dilatés, etc. Tout ce vocabulaire-là est populaire, et pourtant, nous avons montré dans des expériences en double aveugle que ça n'a aucun fondement scientifique. En même temps, on sait que ces critères-là sont parfois utilisés pour des embauches. On sait que ces critères-là sont utilisés aussi par rapport à des réussites scolaires, à des caractérisations individuelles. Donc il y a des enjeux sociaux énormes. Et en ce qui concerne des comportements, des traits psychologiques, ceux justement sur lesquels jouent des pseudo-sciences comme la morphopsychologie, parce qu'ils parlent du bien des gens, de leur actuel, de leur devenir, de leur comportement social et des choses comme ça. Hein. On a un visage tel qu'on ne peut avoir que tel type de comportement. Alors ça, c'est vraiment ce qu'on ne peut pas dire scientifiquement, ce contre quoi il faut qu'on se batte, parce que c'est faux.
Non, mais ce qui m'a énervé le plus, c'était quand il m'a dit sale négro. Les différences interculturelles en ce qui concerne les émotions sont fascinantes. Le problème, c'est qu'on ne sait pas trop ce qu'il faut en penser. Par exemple, il y a des anthropologues qui disent il n'y a pas le mot la colère chez les Esquimaux, alors les Esquimaux n'ont pas la colère. Moi, je pense que ce n'est pas exact. C'est-à-dire le fait que peut-être il n'y a pas un mot ne veut pas dire qu'il n'y a pas une émotion. Quand on prend les Japonais qui contrôlent beaucoup leur expression faciale surtout, mais aussi d'autres aspects de leur comportement émotionnel, est-ce que ça veut dire que leurs émotions sont différentes ou est-ce que ça veut dire seulement que la face publique des émotions est différente? Là, il y a des questions qui sont encore ouvertes. Il y a des convictions scientifiques qui ont peut-être été exprimées d'une manière trop absolutiste. Par exemple, l'idée que l'expression de l'émotion va purger l'organisme. De toute façon, même si tu n'y vas pas, parce que tu sais très bien qu'ils n'y sont pas, hein, je suis sûre que si je fouille dans les poches de ton jean, je les trouverai, tes clés. Ne fouille pas dans les poches de mon jean, c'est tout ce que je te demande. Ben justement, je fouille pas. Pourquoi? Parce que ça, c'est quelque chose aussi que tu te mets à faire, ça. Ah, T'avais besoin de ça. Ah, je me permettrai pas. Tu l'as dans l'idée. Hein. Tu l'as dans l'idée, ça se voit. Tu l'as déjà fait. Imaginez quelqu'un de très impulsif, qui depuis qu'il est petit réussit dans ses études, a des parents beaux, riches et intelligents, et a un soutien social considérable. Eh bien, on en fera un grand décideur, et il finira probablement comme certains hommes politiques qui ne manquent pas d'une certaine impulsivité. Et puis, un autre sujet va lui être au contraire avec la même impulsivité, dans une situation plus difficile, aura beaucoup de difficultés à exprimer cette nécessité de réagir. Celui-là aura beaucoup plus de mal à s'adapter et à bien gérer son impulsivité, et chez lui, elle constituera un handicap. Au moment où on a, par exemple, un enfant qui est en colère, parce que ça arrive très souvent, on sait, il y a la frustration dans la socialisation. Est-ce qu'à ce moment-là, on devrait donner libre cours à cette colère, ou est-ce qu'on devrait, quelque part, montrer à l'enfant qu'il faut maîtriser, pas seulement pour les normes sociales, mais aussi peut-être pour la santé intérieure, si on veut. Et là, je dois dire, malheureusement, la psychologie de l'émotion n'a pas encore trouvé la réponse. Le sujet est vaste, on vient de le voir, mais j'ai le sentiment quand même qu'on a assez peu étudié la colère. Pourquoi ? Parce qu'on a toujours pensé que les émotions n'avaient pas de valeur scientifique. On a toujours pensé que les émotions empêchaient de penser correctement. On a toujours pensé que les émotions étaient des pollutions de l'observation. Et que c'est récemment seulement qu'on a osé en faire une approche un peu scientifique, ce qui est tout à fait faisable. On l'a entendu dans ce documentaire, il y a une description des 6 émotions capitales. Vous êtes d'accord avec ces émotions et la description qu'on en fait ? Alors on peut en faire 6, on peut en faire une dizaine, ça dépend de ce qu'on appelle émotion, mais effectivement il y a des émotions fondamentales qu'on retrouve quelle que soit la culture et qu'on retrouve aussi quelles que soient les espèces. C'est-à-dire que dès l'instant où on appartient au monde vivant, qu'on soit animal ou humain, on se ressort des émotions fondamentales qu'on exprime par des comportements. La peur ? La peur, toutes les espèces connaissent ça, l'homme aussi. La colère, toutes les espèces connaissent ça. L'amour, la tendresse, c'est une émotion qui est en voie de développement actuellement, parce que dans d'autres cultures, ça n'a jamais été pensé comme émotion. Vous faites une distinction entre, justement, par exemple, la colère, la peur d'un côté, l'amour, la tendresse de l'autre ? Ah oui, tout à fait. La fonction des émotions, c'est d'une part de donner du sel au vivant, de donner du sel à la vie, une sorte d'appétence à vivre, à rencontrer, et puis en même temps de réguler notre coexistence. C'est-à-dire que c'est une fonction d'adaptation. Donc on peut catégoriser les émotions en 2 chapitres. Un chapitre qui pousse les gens les uns vers les autres, la tendresse, le deuil, il faut être ensemble pour pleurer, la joie, il faut être ensemble pour faire la fête, et les émotions qui nous repoussent, les émotions répulsives, la peur, il faut se fuir, la colère, il faut marquer une limite. Donc ces émotions ont pour fonction de gérer notre coexistence. Alors Boris Cyrulnik, on le sent bien dans ce document, il y a 2 thèses qui s'affrontent sur la colère. Certains pensent qu'il faut réfréner absolument la colère, d'autres qu'il faut absolument l'exprimer. Quel est votre sentiment ? Alors,
Les émotions fondamentales non exprimées se manifestent dans le corps. On peut très bien être en colère, et si notre culture façonne notre émotion en nous interdisant de l'exprimer, on va sourire, comme ça se passe en Asie, et à ce moment-là, l'émotion va s'exprimer dans le corps, et ça se manifester par des hypertensions, des ulcères, des crises d'asthme, des vertiges. Donc de toute façon, ça se manifeste. Ça s'exprime par le corps, de toute façon. Ça s'exprime par les viscères si ça n'est pas parlé ou agi. Donc il faut lui donner une forme cultivée, imprégné de culture pour que l'émotion puisse se transformer en parole, en œuvre d'art, en compétition sportive. Alors on le sent, Boris Cyrulnik, vous êtes totalement passionné par vos recherches. On a le sentiment parfois que d'autres scientifiques ne vous prennent pas au sérieux. Est-ce que ce scepticisme est passé de mode? Alors, je vais vous dire, il y a des mots magiques, des mots qui font tomber la monnaie, et je vais vous les donner. Vous prononcez le mot sérotonine, acétylcholine, dopamine, vous avez toutes les bourses de recherche, les laboratoires et tous les voyages somptueux que vous voulez. Maintenant, si vous prononcez d'autres mots, tendresse, pas un sou, sourire du bébé, pas un sou, donc ça veut dire que nos décideurs politiques actuellement n'accordent pas d'importance à ce qui fait notre vie quotidienne et ce qui nous façonne pendant toute notre vie. Nous entrons maintenant dans le domaine du rêve.